Bienvenue sur Green Cash, le podcast qui explore les coulisses de l'investissement dans la climate tech. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques et innovation, mais surtout des hommes et des femmes qui financent par leur choix d'investissement un avenir durable. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce que allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Parce que la climate tech, vue du côté des investisseurs, mérite d'être décryptée. Je suis Marine Goldenberg et chaque semaine, je donne la parole à un investisseur engagé qui partage son parcours, sa vision et ses conseils. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Van de Waal, fondateur de Wind Capital. Loin de n'être qu'un investisseur professionnel, avec tout le respect que je dois aux investisseurs, Thierry est également un serial entrepreneur. Fondateur et exiteur de WCube, vendu à Publicis, et Atelier Cologne, vendu à L'Oréal. Thierry, tu as également été General Partner chez Isaïe, puis tu décides avec Xavier Gury, ton acolyte entrepreneur et investisseur depuis 25 ans, de lancer Wind Capital, élu VC de l'année, si je ne me trompe pas. La légende dit que vous auriez fait le roadshow le plus court de la place de ces dernières années et que pour cela, il t'aura fallu près de 600 cafés pour réaliser cette levée. Avec Thierry, nous allons parler deep tech, innovation et de son parcours. Bienvenue Thierry, je suis ravie de te recevoir. Merci Marine. Alors Thierry, j'espère avoir été correct dans ma présentation. Il y a peut-être des éléments que tu veux ajouter. Et en tout cas, je te laisse te présenter, peut-être sous un angle qu'on connaît un peu moins. Tu l'as dit en effet, hein, avec Xavier, parce que finalement on fait tout à deux depuis 25 ans. On a eu plusieurs vies entrepreneuriales. Et j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, créer quelque chose. Alors, on a eu plusieurs vies, il y en a qui n'ont pas marché, et puis il y en a deux que tu as cités qui ont bien marché. Et finalement, là, l'investissement et Wind Capital, c'est une nouvelle vie entrepreneuriale. Souvent, on oppose entrepreneuriat et investissement. Wind Capital, c'est une boîte avec un PNL, avec des revenus, avec des employés, c'est une aventure entrepreneuriale. Et sauf qu'à la différence des autres aventures qu'on a fait, c'est une aventure entrepreneuriale qui est dans l'investissement. Donc on a monté ce fonds d'investissement. Je crois qu'on a toujours aimé avec Xavier l'innovation, aller chercher des trucs nouveaux, voir des choses nouvelles. Et finalement, l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat. Alors déjà, parce que le fonds est de l'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, mais en plus, ça nous permet toute la journée de voir des entrepreneurs qui sont, pour l'immense majorité, des gens assez incroyables, qu'on adore. Et donc, c'est un beau moyen de rester dans cet écosystème qui est fantastique. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Wind il y a 2 ans. Alors, les 600 cafés, c'est vrai, c'est même un peu plus que ça, parce que du commerce, j'en ai fait dans ma vie. Quand j'avais une agence de com, il faut faire du commerce pour vendre, etc. Et j'aime bien le commerce. Mais la levée d'un fonds, c'est du commerce plus quand même. Et donc ça, c'est vrai. Le plus rapide de l'histoire, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent des fonds beaucoup plus vite que nous. Nous, on aura mis 1 an et demi. C'était un sacré boulot, mais on est content d'y être arrivé. Alors, cela dit, d'y être arrivé, c'est que le début de l'histoire, parce que maintenant, il faut bien investir l'argent pour que ces personnes-là remettent chez nous la fois d'après. Bon, et entre-temps, tu n'as pas voulu investir dans une boîte qui proposait des substituts de café. Tu continues à boire du café. Je continue à boire du café. J'en bois pas beaucoup, mais... Ok, super. Alors, du coup, tu peux peut-être nous présenter un petit peu plus en détail la thèse de Wind. Ouais, la thèse de Wind, elle est assez simple, hein. Nous, on a toujours, avec Xavier, aimé la tech. La vraie tech, entre guillemets. Tu vois, que t'as vraiment une innovation technologique qui crée une barrière à l'entrée. T'as inventé quelque chose. Suite à de la recherche, t'as trouvé quelque chose. Et ce quelque chose a des applications qui peuvent être potentiellement game changer dans leur secteur. Et donc, on part de là. On a envie d'aider des entrepreneurs qui ont une technologie forte. On a envie de les aider à se développer. Et puis, quitte à faire ça, ensuite, on a mis un prisme climat là-dessus en disant quel est l'enjeu des 20 prochaines années. Il y en a pas mal, il y en a sur la souveraineté, sur le climat, on pourra parler de souveraineté un peu plus tard, mais là on est sur le climat et on dit il faut que ces techs s'appliquent à nous aider à le réchauffement climatique est là, il n'y a pas tellement de débat, il va être là pour longtemps, ça va pas changer demain. Donc, et des techs qui vont nous aider à diminuer ce réchauffement climatique, voire à l'arrêter si on peut rêver, mais aussi à s'adapter à ce réchauffement climatique.
Voilà. On part de la tech et on dit que la tech puisse être utile. Finalement, c'est de la finance, c'est de la tech engagée, quoi. Engageons-nous, cherchons à financer des techs qui peuvent être utiles à pouvoir vivre demain dans un monde tel qu'il va être, quoi. Mais je trouve ça intéressant parce que je t'ai entendu en parler dans un autre podcast où finalement tu avais une approche, un petit peu dénuée d'émotionnel par rapport à ça, très pragmatique, de dire que finalement en fait ça va être le problème principal des années à venir et que donc c'est là qu'est l'opportunité de marché. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir cette approche, c'est ça, concrète, pragmatique. Ouais, ben, je suis pas à me dire le climat va s'effondrer, demain on va tous mourir, faut habiter ailleurs, faut se réfugier en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'en sais rien, peut-être que oui, mais en tout cas c'est pas ça mon modèle. Le modèle, c'est de dire bon, l'humanité s'est toujours adaptée depuis des milliers d'années. En ce moment, il y a quand même un problème, objectivement, le climat. J'ai parlé aussi, là, on en parlera plus tard, mais la souveraineté et le fait qu'on puisse nous faire avancer nos idées en est un autre. Mais c'est un sujet. Il faut l'adresser. Voilà. Je dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, je me dis, l'humanité va s'adapter. On va chercher des solutions. Peut-être qu'on s'adaptera de façon difficile, mais en tout cas, c'est en cherchant des solutions pragmatiques qu'on va y arriver. Et en tout cas, qu'on peut essayer d'y arriver. Et puis tu vois, tu dis dénué d'émotionnel. Ouais, je pense qu'on est dans de la finance engagée. Trouvons les solutions. Et du coup, par rapport à ça, moi j'avais plusieurs questions. Alors déjà, quelle est votre définition de la deep tech ? Parce que finalement, il peut y avoir différentes approches. Et à quel niveau d'innovation, finalement, vous décidez d'investir ? Ouais, il n'y a pas une réponse hyper claire à ce sujet. Donc c'est nous qui décidons en fait. Je pense que le mot deep tech, il est arrivé. L'innovation, ça marche par grands cycles. En tout cas, c'est notre thèse. Si tu prends les années 80, l'ensemble du VC investit dans les semi-conducteurs. Ça a donné les Nvidia d'aujourd'hui, et les Intel d'aujourd'hui. Il y a eu 20 ans, les derniers 20 ans, 2000-2020, transition digitale. L'ensemble du VC dans le monde fait du SaaS, des marketplaces et des marques e-commerce. Et je pense que quand on change de cycle, il faut changer de nom. Parce que finalement, ça s'appelait de la tech, les marketplaces et tout. Et donc, comme je pense qu'aujourd'hui, on a changé de cycle, on est dans des choses plus technologiques. On revient à ce qui était peut-être un peu le cycle des semi-conducteurs, qui était un peu plus technologique, un peu plus software, mais aussi hardware. On revient à des sujets comme ça. L'IA en fait partie. Du coup, il fallait trouver un nouveau nom. Et donc, on dit deep tech pour dire que c'est finalement un peu plus technologique que le cycle d'avant qui avait préempté le mot tech. Donc voilà, je dis pas que deep tech est très spécifique. On veut pas forcément qu'il y ait un brevet, par exemple dans le software. Il y a pas. Non, je pense que ce serait se mettre une contrainte inutile. Il peut y avoir des grandes innovations sur lesquelles il n'y a pas de brevet, et à l'inverse, on peut breveter des choses qui sont pas très innovantes. Donc le brevet est pas un marqueur spécifique pour nous. Ce qui va être spécifique pour nous, c'est simplement quand on regarde une boîte, on va se dire est-ce que cette technologie qui est développée, c'est une vraie barrière, c'est vraiment cette team, elle a vraiment développé quelque chose que peu ou pas d'autres gens dans le monde ont. Et s'ils veulent la développer, en tout cas, ce sera peut-être possible, mais ce sera long, ce sera compliqué. Donc il y a vraiment un asset technologique. C'est comme ça qu'on va raisonner, mais je saurais pas mettre une vraie définition dessus. Et d'ailleurs, quand je regarde BPI qui a essayé de définir le truc, est pas tellement plus précis que nous là-dessus. Du coup, vous allez. Alors, comment est-ce que vous les trouvez finalement ces projets ? Est-ce que vous allez dans les labos de recherche ? Est-ce qu'il y a quand même déjà, je dirais, un petit stade commercial avancé ? Comment ça se passe ? Il y a de tout. Dans un fonds comme le nôtre, on va essayer parce qu'on fait quand même de la finance, c'est-à-dire qu'on veut que cet argent il soit rendu à nos LP, et donc on va mitiger un peu notre risque. Donc on va pouvoir, dans certains cas, un petit nombre de cas, faire des boîtes très risquées dans lesquelles il n'y a rien, et en effet ça sort du labo, la techno est dingue, mais est-ce qu'elle va vraiment marcher ? On n'en sait rien. On va faire des boîtes comme ça. Et puis on va faire d'autres boîtes où il y a déjà du chiffre d'affaires, la technologie elle est éprouvée, elle est innovante, mais elle est éprouvée. Il y a déjà du chiffre d'affaires et ça marche. Donc en fait, on va faire les deux, et dans notre portfolio, on va investir dans une trentaine de boîtes dans le fond. Ce serait bien d'avoir un peu de tout. Quelque chose qui est peut-être un peu éprouvé,
qui a peut-être une perspective de croissance un peu moins élevée, mais en tout cas qui est relativement sûre, on va dire. Et puis, des choses qui sont des vrais paris, où on investit, et peut-être que dans 6 mois, on a tout perdu. Donc, on va faire un peu les deux. Donc, là-dessus, on n'a pas de règle d'or. Mais c'est sûr que même si notre sujet on n'est pas averse au risque, on fait du VC, on n'est pas averse au risque, on aime bien prendre du risque, c'est sûr que plus la boîte est dérisquée, s'il y a déjà des clients, si sa techno marche, etc., on préfère. Et du coup, mais d'après ce que je comprends, non, mais pour être sûr, donc est-ce que vous avez aussi dans votre équipe une réflexion en interne sur des sujets scientifiques en se disant j'ai l'impression que là, sur ce domaine-là, il n'y a pas encore grand-chose qui est fait avec un grand potentiel de marché et donc vous allez chercher les innovations. Est-ce que c'est un peu des deux? Il y a de l'outbound, de l'inbound? En fait, en VC, on fonctionne souvent de façon un peu réactive. C'est-à-dire que nous, on va se dire, bon, il y a des grands segments sur lesquels on pense qu'il faut aller. Bon, l'électrification des usages, par exemple, je pense que c'est un grand changement majeur, qui n'est pas que climat d'ailleurs. Je pense que c'est plus efficient pour l'économie. Donc, passer des énergies fossiles à l'électricité, c'en est un. Le recyclage des matières premières, donc tout ce qui est nouveaux matériaux au sens large, les recycler, peut-être les miner, on va en parler tout à l'heure, en découvrir. C'en est un autre grand qui, sur les années, est un grand secteur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a dit qu'il y a des grands secteurs qui nous intéressent. Mais une fois qu'on est dans ces grands secteurs, c'est pas nous qui allons dire « Ah tiens, je voudrais faire des nouvelles anodes en hydrogène, tiens, cherchons les boîtes qu'il y a là-dedans ». On va pas fonctionner comme ça. On va voir beaucoup de gens. Donc en effet, on va aller dans les labos de recherche. Alors souvent, on va pas aller directement dans le labo. Les labos, le CNRS, typiquement, ils ont des incubateurs. Et donc on va aller dans ces incubateurs. Il y a déjà un filtre qui a été fait. Donc dans les incubateurs des écoles, etc. On va aller là, puis on va voir. Et là, c'est des entrepreneurs qui vont nous dire « Attends, moi j'ai une innovation là-dedans qui a l'air géniale, etc. » Et donc on va être en réaction. On a nos grands segments, on a nos grands trucs où on se dit « Bon, là-dedans, il y a des choses à faire. » Et puis après, on va voir une innovation. Et en voyant cette innovation, on va se dire « Est-ce que cette innovation, elle a une capacité à créer un gros marché ? À être sur un gros marché ou à créer son gros marché, suivant le type d'innovation. Si c'est vraiment disruptif, parfois ça crée un marché. Donc est-ce que c'est gros ? On est en VC, on va mettre quand même pas mal d'argent sur une valorisation élevée par rapport à ce qu'est la boîte, puisque la boîte, elle est rien, en général. Donc on va artificiellement dire, elle vaut X millions. Donc il faut ensuite qu'à la fin, il y ait un gros marché, parce qu'il faudra que la boîte soit grosse. Donc est-ce qu'il y a un gros marché potentiel ? Est-ce qu'il y a une vraie barrière ? Parce que s'il y a un gros marché, mais qu'on est certes les premiers, mais qu'ensuite tout le monde peut le faire, on peut avoir un first mover advantage, mais c'est pas évident. Donc est-ce qu'il y a une barrière ? Et puis est-ce qu'il y a l'équipe qui est suffisamment solide pour adresser ce gros marché, garder sa barrière et être à l'aise avec nos contraintes. Nos contraintes étant de faire une boîte qui va scaler vite. Et donc, ça veut dire embaucher, avoir du monde, etc. Et donc, ça répond probablement à une question des gens qui nous écoutent, s'ils veulent voir comment résonne un VC. En tout cas, nous, ça va être, est-ce qu'il y a un gros marché ? Est-ce que sur ce marché, on s'est créé une barrière ? Et est-ce qu'on a une équipe qui a envie déjà, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller faire une boîte avec beaucoup de pression, beaucoup de contraintes, de devoir exiter quelques années plus tard. Tu peux vouloir dire, moi j'ai envie de faire une petite PME, et c'est très bien, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans mes premières boîtes, et les vendre quand je serai à la retraite, et pas les vendre dans 5 ans. Donc est-ce qu'on a une équipe qui est à l'aise avec ce mode de fonctionnement ? Donc typiquement, si on dit on a une équipe qui veut adresser un gros marché, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe ? Il faut que ce soit une équipe. Tout de même. Non, il y a des solo funders. Ouais, mais après, il pourrait aussi y avoir juste un chercheur qui n'a pas du tout la dimension commerciale, et dans ce cas-là, à vous de trouver peut-être le partenaire. Non. Nous, on n'ira pas chercher le partenaire. Okay. Par contre, ça, c'est pas notre job. Donc là, il faut qu'il y ait une équipe. Par contre, ça arrive, on a déjà investi dans des solo funders où le mec, on le trouve, peut-être on se trompe, mais en tout cas, on le trouve bon sur tout. C'est-à-dire, on le trouve suffisamment bon en tech pour en effet continuer à gérer cette barrière, est suffisamment bon en finance, en commercial, en relation avec ses clients, en mindset business, pour se dire, OK, il a la capacité à aller créer une boîte et pas juste un centre de recherche. Ça peut être une seule et même personne. Après, souvent, c'est quand même plutôt des profils un peu différents, et donc souvent, en effet, on parle d'une équipe. Mais nous, on n'ira pas créer l'équipe. Il faut que l'équipe soit constituée. OK.
Ça, c'est la différence entre un incubateur et un fonds. Ok, très bien. Donc, tu parlais du potentiel de marché, qui est incontournable pour vous, évidemment. Et sur la dimension impact, alors déjà, moi, je me demandais, est-ce que vous êtes plutôt, alors vous devez avoir les deux, parce que vous avez quand même investi dans beaucoup d'entreprises, sur des technologies qui permettent la mitigation du changement climatique, donc savoir réduction des émissions carbone, par exemple, ou plutôt une dimension adaptation. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous calculez l'impact que ces entreprises vont avoir? Est-ce que vous avez une méthodologie qui vous est propre? Est-ce que vous faites ça en interne? Est-ce que vous faites appel à un cabinet? Ouais, alors il y a un process qui est assez complet chez nous. Déjà parce que ça a été demandé par nos LP. On a des LP institutionnels qui ont investi chez nous sur la base d'un certain nombre de critères. Parce que c'est un fonds article 9. Ouais, alors c'est pas ça la plus grosse contrainte, parce que ça c'est une contrainte un peu réglementaire. D'accord. On a surtout le FEI, donc l'Union Européenne, qui investit chez nous sur ces aspects-là, et eux ont imposé un certain nombre de trucs, qui nous vont bien d'ailleurs. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a une méthodologie qu'on a définie. Alors, ce serait trop compliqué là d'en parler, il faudrait passer 1 heure dessus, mais en effet, on a défini toute une méthodologie avec un certain nombre de critères. À chaque fois qu'on va investir dans une boîte, il y a un cabinet de conseil, généralement externe, et jamais le même d'ailleurs, souvent, qui sur la base de notre méthodologie va faire une due diligence pour dire quels sont les critères à suivre sur cette boîte. On va définir en général quelques critères particuliers, et ces critères-là, ils sont importants parce qu'on va les suivre tous les ans jusqu'à l'exit de la boîte. Et on est engagé dessus. On est engagé dessus au sens où, je ne sais pas si tu sais ce que c'est le CARID dans un fonds d'investissement, donc pour mémoire, peut-être tout le monde ne sait pas, dans un fonds d'investissement, on est payé avec des fees, bon, comme tout le monde, il y a une partie de l'argent qu'on gère qui est pour payer l'équipe. Et puis, il y a une partie de la plus-value qu'on génère, donc à la fin de la fin, quand on génère de la plus-value sur le fonds, ce qui est l'objectif du fonds, il y a une partie de cette plus-value qui est aussi pour l'équipe. C'est notre bonus, quelque part. Un fonds classique, il raisonne juste comme ça. Il y a une partie de la plus-value, donc c'est purement financier, une partie de la plus-value est donnée à l'équipe. Chez nous, parce qu'on est un fonds impact, enfin tous les fonds impact font pas ça, mais en l'occurrence, nous, on fait ça, il y a la moitié, donc on va raisonner aussi en pourcentage de cette plus-value, comme un peu tout le monde. Sauf que la moitié de cette somme-là n'est donnée que dès lors qu'on a respecté des critères impact. Soit on les a atteints, auquel cas on touche en effet cet argent, soit on ne les a pas atteints, et cet argent, les LP le payent quand même, mais c'est donné à des fondations, décidées par les LP. Okay. Donc ces critères donnés par le cabinet de conseil, ils sont assez importants, puisqu'ils sont engageants, c'est-à-dire on va investir dans la boîte, on s'est mis un certain nombre de critères en disant cette boîte devra... alors, on n'est pas que CO2. Beaucoup de fonds ne sont que CO2. Voilà, décarbonation. On n'est pas un fonds de décarbonation. On est plus large que ça sur l'environnement. On peut toucher aussi à l'eau, à la pollution, etc. Donc on est plus large. Du coup, on ne peut pas avoir un critère unique. Donc à chaque boîte dans laquelle on va investir, on va définir 1 ou 2 critères, ou 3 critères, qui sont proposés par le cabinet de conseil, comme j'ai dit, qui va nous faire la due diligence, et qui ensuite sont validés par nos LP. C'est-à-dire, c'est nos LP, à chaque fois qu'on fait un investissement, qui vont décider, donc c'est pas nous, et c'est pas des gens qu'on paye non plus, qui vont décider des critères. C'est nos LP, essentiellement le FEI, parce que c'est eux qui sont le plus en pointe là-dessus, ils ont des experts là-dessus, et donc ils vont dire, sur telle boîte, les critères sur lesquels vous vous engagez, c'est ceux-là. Et on les bouge plus. Ils sont définis à l'investissement, et on voit à la sortie, est-ce qu'on les a atteints ou pas. Donc, ça veut dire quand même que tous les LP n'ont pas le même pouvoir à ce niveau-là. Donc, parce que là, tu parles de tes investisseurs institutionnels. Vous avez aussi des entrepreneurs qui sont LP. Non, tous les LP n'ont pas le même pouvoir puisque ça fonctionne. On a 140 LP. Donc, en effet, si on avait 140 personnes qui décident des critères pour investir dans chaque boîte, ça serait très compliqué. Donc, ça fonctionne comme une boîte classique. On a un board. Et donc, en fait, on a un board de 5 personnes qui sont des représentants de ces 140, dont les plus gros que j'ai cités comme le FEI, et c'est ce board, ces 5 personnes qui décident, qui valident les critères proposés par le cabinet de conseil en due diligence. Donc c'est ce board, et sur ces 5 personnes, j'ai cité le FEI parce que c'est eux les plus avancés là-dessus, mais en effet il y a un vote de ces 5 personnes qui sont représentants de l'ensemble de nos LP.
Et donc tu vois, c'est quand même c'est assez formaté. Et ces critères sont vraiment importants. Donc, je donne juste un exemple. Là, on a investi dans une boîte. C'est un investissement qu'on va annoncer là en octobre, qu'on a fait cet été, qu'on a signé le 15 août. Tu vois, je ne pensais pas que le 15 août, on signerait un deal, mais c'est arrivé. Et c'est une boîte qui fait de la dépollution de l'eau, enfin, qui fait du traitement de l'eau. Un peu plus compliqué. Donc, l'eau est traitée pour plein de raisons de l'eau industrielle. Aujourd'hui, elle est traitée avec des produits chimiques. Donc, tu prends de l'eau en l'occurrence, leur premier exemple, c'est BASF. Donc, ils prennent de l'eau dans le Rhin, beaucoup. Ils la traitent avec des anti-corrosion, des antibactériens, enfin bref, tout un tas de produits chimiques assez horribles. Ça va dans leurs tuyaux, ça refroidit les tuyaux, etc. Puis ensuite, c'est rejeté dans le Rhin. Bon, c'est un peu traité avant d'être rejeté dans le Rhin. Enfin, ça respecte la norme, évidemment, mais la norme, elle n'est pas à zéro. Donc, globalement, tu as quand même pollué les rivières. Et là, eux, ils ont inventé un traitement qui est à base de microbiologie, qui est simplement une petite bactérie qui est food grade. Donc, tu la manges tous les jours, elle fait pas de mal, cette bactérie, il n'y a pas de problème, elle est dans la nature. Le sujet, c'était simplement de l'isoler. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de R&D. Ils l'ont vraiment isolée. Ils sont capables de la mettre, et elle traite tout. On évite 100% des produits chimiques. On ne met plus rien. Et donc, typiquement, le KPI qu'on se donne sur cette boîte, c'est le volume d'eau non traitée évité par cette boîte. Okay. Donc, on va raisonner en millions de mètres cubes. Et on se dit, voilà, à horizon 5 ans, notre KPI sur cette boîte, alors je ne me rappelle plus le chiffre, c'est d'éviter tant de millions, voire de milliards de mètres cubes d'eau traitée, rejetée, grâce à cette boîte. Et ça, c'est un critère qu'on s'est donné. Enfin, qu'on s'est donné, pas nous, c'est nos LP qui nous ont dit, voilà, sur cette boîte, si vous investissez, c'est ça votre objectif. Si vous l'atteignez, tant mieux. Si vous l'atteignez pas, il n'y a pas de problème, mais simplement, vous n'aurez pas votre bonus. Ok, hyper clair, hyper intéressant. Et alors, je ne sais pas si tu peux prendre cette boîte comme exemple, mais donc vous êtes également sur des sujets d'infrastructure. Ouais, alors infratech, on est toujours tech. Ouais. Ok, mais du coup, ma question, elle était, mais est-ce que ça va vous concerner? Je ne sais pas. C'est que du coup, souvent, ce sont des boîtes qui vont requérir plus de CAPEX que des boîtes de software. Ouais. Et du coup, comment est-ce que alors, à la fois, quelles sont les promesses de rentabilité que vous pouvez avoir sur ces boîtes qui vont nécessiter beaucoup plus de financement et quels sont les montages financiers que vous arrivez à faire parce que du coup c'est plus compliqué à financer en étant seulement VC. Ouais. Alors deux réponses à ça. La première, c'est que je remets quand même un peu en cause la mantra comme quoi en effet ça consomme vraiment plus de cash. Moi, ça fait longtemps que je fais du VC, donc dans le cycle précédent dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai aussi financé beaucoup de marketplaces, de SaaS, etc. Et oui, ça, moi, c'est toujours ce que j'ai lu. Ouais. Quand même, Alors certes, on achète des liens sponsorisés Google, enfin en tout cas on achetait, peut-être en train de changer, on achetait des liens sponsorisés Google à la place de construire une usine, mais c'était pas gratuit, du tout. Et d'ailleurs, il suffit de voir combien levaient ces boîtes, de façon des sommes considérables. Faire fonctionner une marketplace, ça nécessite des investissements colossaux. Donc déjà, je remets un peu en cause la mantra comme quoi ce serait nécessairement plus cher. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par la BPI il y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Je la retrouve. Nous, on l'a utilisée dans notre deck, qui a montré que ils ont pris mondialement, ils ont fait une étude mondiale, toutes les licornes deep tech, donc les boîtes qui ont atteint 1 milliard de valorisation qui étaient deep tech versus celles qui n'étaient pas deep tech. Les licornes deep tech avaient consommé beaucoup moins de cash et avaient été licornes beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr que ça nécessite nécessairement plus de cash. Et même, j'ai pas fait... Il y a cette étude qui existe, mais sinon, moi, je ne peux parler que de feeling, parce que j'ai pas fait une étude poussée là-dessus. Mais mon feeling, c'est que quand même, quand tu as un brevet, que tu as créé quelque chose de fort et une vraie barrière, tu as moins besoin d'argent. C'est plus du jus de cerveau qui coûte en fait pas très cher pour créer une barrière et donc un truc un peu gros que quand c'est purement un truc marketing et qu'il faut mettre plein d'argent en marketing pour devenir gros. Donc intuitivement, je vois pas tellement pourquoi la deep tech serait nécessairement plus coûteuse. Et d'ailleurs, dans ce que je vois aujourd'hui, la boîte dont je t'ai parlé tout à l'heure, par exemple Blue Activity, nécessite pas un fric monumental. Ils ont une super IP avec cette microbiologie.
Ensuite, ils vont traiter l'eau avec leurs bactéries, ça coûte pas très très cher. Donc, le premier élément, c'est que je remets un peu en cause cette mantra qui me paraît pas du tout évidente. Le VC a très bien marché dans les semi-conducteurs dans les années 80. Les semi-conducteurs, c'était du software, enfin l'IP en tout cas, et beaucoup de hardware aussi. Moi, je crois que les deux vont ensemble. Les plus gros succès, les Apple et compagnie, c'est du software, aussi du hardware. Donc voilà, Nvidia aussi. Donc voilà, déjà, pour moi, ce truc resterait à prouver. Le deuxième truc, c'est que, en effet, par contre, on va avoir des systèmes de financement qui sont un peu plus hybrides. C'est-à-dire, dans un truc, je dirais classique, c'est pas que c'est classique, c'est juste que ce cycle d'innovation 2000-2020, comme il a duré 20 ans, et que globalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 60 ou 70 ans dans le VC en ce moment, tout le monde n'a vécu que dans ce cycle-là. Donc on a celui-là en référence. Et donc en effet, on était dans un cycle où on ne finançait que du software globalement, et on avait un mode de fonctionnement. Je dis on avait parce que je pense que c'est vraiment changeant. Je fais du seed, ensuite c'est forcément un fonds de série A qui arrive, et puis ensuite c'est forcément un fonds de série B, et puis etc. Et il n'y a pas de dette, il n'y a pas autre chose. C'est vrai que dans ce nouveau cycle, parce qu'il y a du hardware, mais pas que, on peut avoir des financements plus hybrides. Et donc, quasiment tous les deals qu'on fait, là, aujourd'hui, ont des financements hybrides. C'est-à-dire, nous, on met l'argent qui est le plus risqué. Donc, sur la pyramide, globalement, on est probablement pas le plus gros montant, mais on est celui qui est le plus risqué. Il y a aussi de la dette. Sur la dette, il peut y avoir de la dette à 3, 4, 5% qui est de la dette bancaire. Il peut y avoir de la dette à 15, 20% qui est de la dette plus risquée. Il peut y avoir des subventions. C'est clairement partie aussi du modèle économique dans ces sujets, comme c'est des sujets créateurs d'emplois, locaux, etc. Il y a souvent des subventions, ou prêts, mais à voir. Il peut y avoir aussi des choses payées par le client, parce qu'on a quand même dans ces sujets-là un peu plus vite des clients que quand on crée une marketplace où c'est du grand public, voilà. Donc il peut y avoir des choses qui sont payées par le client. Donc ça veut dire que le client prend déjà un engagement sur le produit, exactement, sur le service. Il prépaye quelque part un certain nombre de choses. Il peut y avoir des fonds d'infra qui en effet vont payer un certain nombre de choses. Okay. Donc via des modèles un peu différents, c'est-à-dire eux peuvent payer, alors après c'est des modèles hybrides, c'est-à-dire il peut y avoir une filiale qui elle est de l'infrastructure pure qui est payée par autre chose, et nous on a la boîte mère qui loue son savoir-faire à cette filiale. Donc la société mère, elle a beaucoup plus de risques. La filiale, elle a créé une infrastructure et à la limite, c'est pas nous qui la payons. Typiquement sur Blue Activity, la boîte dont je te parlais, c'est exactement le cas. C'est-à-dire tout le sujet de la bactérie qui va filtrer l'eau et tout ça, c'est le risque c'est le risque que la boîte prend et nous qui finançons cette boîte. Mais en revanche, tu as aussi un peu de tuyauterie à mettre, de pompes, de machins, de trucs pour que ça se passe. Et ça, c'est chez l'industriel. Et ça, c'est payé partiellement par l'industriel et partiellement par de la dette ou quasiment des fonds d'infra, suivant la taille, qui vont financer toute cette mécanique. Et ça, c'est pas nous. Et c'est deux sociétés différentes et voilà, qui sont liées par un certain nombre de contrats. Donc, en effet, on peut avoir des choses un peu plus hybrides, un peu plus complexes, en fait. Et alors, moi, je m'interrogeais parce que vu de l'extérieur, je pense que c'est pas évident de comprendre quelle est la complexité d'un point de vue ingénierie financière. Est-ce que vous avez créé un modèle spécifique pour Wind Comment ça se passe, que vous arrivez à dupliquer ou chaque cas est particulier? Non, chaque cas est hyper particulier. D'accord. Chaque cas est hyper particulier. Chaque boîte est hyper particulière. Mais en effet, il y a plus d'ingénierie financière que quand tu es purement sur du VC, qui est l'ingénierie financière la plus simple du monde, en fait. Et du coup, parenthèse, parce que comme vous financez des technologies climatiques qui souvent ont besoin de plus de temps pour se développer, vous n'avez pas voulu créer un fonds Evergreen ? Alors c'est pareil sur l'argent, sur le plus de temps, je remets un peu en cause. Tiens, à la fin de mon interview, j'ai une question qui dit est-ce que tu as une croyance, est-ce que tu vas à l'encontre d'une croyance que tout le monde a? Donc c'est bien. Plus de temps, moi je vois vraiment pas pourquoi. Okay. Je pense que pareil, une marketplace, un e-commerce, avant que ce soit rentable et que ça marche vraiment, c'est long en vrai. Alors on a l'impression que c'est immédiat et que c'est facile parce que le software, je le mets online et puis d'un coup les gens vont se précipiter et vont acheter mon software. Sauf que ça marche pas comme ça. En vrai c'est long. Quelque part, là on est sur des sujets où franchement je pense que c'est pas plus long. Alors modulo, et c'est peut-être une question que tu me poseras, à quel moment on prend la technologie? Nous on n'investit pas dans la technologie au moment où elle est encore dans le labo en train d'être cherchée. On va investir dans la technologie au moment où, en tout cas d'un point de vue labo, en général, elle marche. C'est acté. Et souvent, il y a eu 3, 4, 5 ans de R&D avant.
Mais ça, c'est les labos de recherche qui payent ça. Souvent en fonds publics d'ailleurs. Mais c'est le job du CNRS, des universités, etc. C'est pas notre job, ça. Nous, on va arriver après. Alors, effectivement, si tu me dis, si on prenait depuis le point zéro de la boîte, là, ce serait plus long. Mais nous, c'est pas le moment où on arrive. Ce sera peut-être des questions que tu me poseras plus tard. Mais donc le plus long, je le remets un peu en cause. Mais je vais quand même répondre à ta question. Evergreen, écoute, Evergreen, est-ce que c'est plus compliqué un fonds Evergreen. On aurait pu, notre premier fonds est un fonds Evergreen. Wind 1 est un fonds Evergreen. Un fonds comme le nôtre, c'est un fonds de 12 ans. 12 ans, c'est quand même pas du trading haute fréquence. C'est quand même, tu vois, sur l'échelle d'une vie humaine ou une carrière qui dure 30 ans, 12 ans, c'est quand même pas mal. Il y a peu de gens qui raisonnent à 50 ans. Alors peut-être EDF quand ils vont construire leur centrale nucléaire, mais là, c'est l'État qui gère. Dans le monde de la finance, peu de gens raisonnent à horizon de 30 ans. 12 ans, c'est déjà beaucoup. Fonds Evergreen ou pas. C'est-à-dire, si tu raisonnes sur un fonds Evergreen, tu veux quand même te dire, oui, mais est-ce que quand même je peux sortir à un moment ou pas? Donc en fait, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Enfin, tu vois, on en parle pas mal. Pourquoi avoir fait le premier fonds Evergreen? Le premier fonds, pourquoi il est Evergreen? Tout simplement parce que le premier fonds, c'était que notre argent, avec Xavier. Donc on n'a pas de logique de sortie. C'est le nôtre. Mais la réalité, c'est qu'on est sorti en moins de 12 ans en général. Donc en fait, fonds Evergreen ne veut pas forcément dire plus de 12 ans, tu vois. Donc honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de débat philosophique entre fonds Evergreen. Sequoia, le plus gros fonds américain, est devenu un fonds Evergreen aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il va rester plus longtemps dans les boîtes. Il va essayer, peut-être même qu'il va essayer de sortir plus vite, parce que Evergreen, nous, c'est 12 ans, c'est pas moins. On sait qu'on a 12 ans. Fonds Evergreen, potentiellement, tu veux faire tourner l'argent encore plus vite. Donc, Evergreen ne veut pas forcément dire plus long. Evergreen, pour moi, c'est des modèles qui sont adaptés à un certain nombre de gens. C'est pas adapté aux institutionnels, qui, eux, veulent être sûrs ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'ils revoient leur argent. Et dans tous les cas, je pense que c'est assez peu adapté à des petits fonds. Enfin, nous, je m'estime petit fonds, parce que pour qu'un fonds Evergreen soit une réalité, c'est-à-dire le rêve d'un fonds Evergreen, qui est de dire j'achète, je vends quand je veux, il faut que tu aies quand même une masse critique et un volume assez conséquent. Sequoia, avec ses quelques, je ne sais plus combien ça fait, 10 ou 15 milliards, a probablement géré cette liquidité. Nous, on ne saurait pas la gérer, la liquidité. Donc, fonds Evergreen, je ne suis pas opposé je n'ai pas de principe pour ou contre, mais je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Et en tout cas, pour les boîtes, ça ne change certainement pas grand-chose. Pour les portfolios compagnies. Ce n'est pas parce que ce serait Evergreen qu'on resterait plus longtemps. Alors, du coup, tu as évoqué le sujet de l'innovation et du moment où vous décidez d'investir, parce que du coup, il y a une échelle officielle qu'on appelle le TRL, en français, non pas en français, mais en anglais, Readiness Level, je sais plus, j'ai plus exactement la transcription, mais c'est une échelle de 1 à 9, 0. Ouais, c'est une échelle qui globalement te dit où en est ta technologie. Et pour faire court, 9, ta technologie, elle marche, elle est éprouvée, elle fonctionne dans le cas réel, il n'y a pas de sujet. Et 0, t'es loin. 0, t'as eu une idée dans ton labo et tu penses que ça va marcher. Ça, c'est un outil qui vous aide, vous, comment vous vous situez pour décider que vous allez financer sur investir sur une inno ou pas? Typiquement, nous, en dessous d'un TRL 4-5, franchement, on ne saura pas faire. Okay. En dessous de 4-5, alors j'ai plus tous les critères en place, je sais plus exactement tout ce que chacun veut dire, mais globalement, en dessous de 4-5, c'est que ta techno, t'es pas sûr qu'elle marche, quand même en labo. Donc ça, nous, c'est pas notre job, c'est pas un job de fond, c'est un job d'universitaire, quoi. 4-5, on peut y aller, c'est quand même, ça marche potentiellement un peu en labo. Est-ce que ça va marcher en cas réel? La route est potentiellement encore un peu longue. Et c'est sûr qu'un TRL 6, 7, 8, là, ça nous va bien. Là, c'est vrai que la techno, pour le coup, on sait qu'on n'a plus beaucoup de risques. On peut avoir du risque commercial, on va avoir du risque d'implémentation, on va avoir du risque de développement, parce que souvent, il n'y a pas une techno, mais il y a une techno qui ensuite va faire plein de bébés, quoi. Il y a une sous-techno, un autre truc, on va innover comme ça. Mais on va préférer ce type de TRL. Ok, très bien. Et donc, alors, maintenant, on a parlé de la partie innovation, et justement, tu as évoqué aussi la partie scaler. Est-ce que
Est-ce que tu vois en France ou en Europe des points forts pour accompagner? Alors, je pense que maintenant sur des boîtes plus industrielles, on n'est pas trop mauvais pour les accompagner dans la partie scaling. Et maintenant, quid de la partie deep tech? Toi, qu'est-ce que tu penses de la France ou de l'Europe, peut-être par rapport aux États-Unis? Mais tu parles quoi, d'accompagnement, de financement? Des deux, en fait. Si je peux parler de financement, qui est moi, un truc qui, je pense, est dramatique en Europe. Je pense que c'est en train de se voir. Ça fait 10 ans que je pense beaucoup de gens le savent, mais c'est en train de se voir. Simplement, en Europe, on a perdu aujourd'hui. On a quand même perdu beaucoup de compétences et on n'a plus vraiment d'innovation très forte, malheureusement. Quand tu vois ce qui se passe en ce moment, Trump nous dit prenez vos 15% de taxes et puis nous, on n'a rien à dire parce qu'on n'a rien à échanger. Et par contre, avec les Chinois, il s'arrange parce que lui, il échange des puces Nvidia contre des terres rares, quoi. Et nous, on n'a pas innové ni en terres rares, ni en puces, ni dans plein d'autres trucs. Et ça, cette perte, elle est quand même pas mal liée à ce qu'on met comme argent dans l'innovation. Alors, je trouve que l'État prend sa part. L'État met de l'argent dans l'innovation. Je veux dire, BPI, FEI, etc. Honnêtement, ils font leur part. Mais ça reste epsilon par rapport à ce que ça devrait être, qui est simplement... Ça devrait pas être l'argent de l'État. L'innovation, c'est rentable. C'est même structurellement, je comprends pas que ce soit pas une évidence pour tout le monde, mais structurellement, c'est le meilleur investissement qui soit. A priori, si tu investis dans l'innovation, tu investis dans les choses de demain qui vont mieux marcher. C'est structurellement beaucoup plus rentable qu'un d'investir dans des obligations d'État qui, par essence, rapportent pas grand-chose, ou même dans l'immobilier qui ne produit rien. L'immobilier produit rien. Enfin, j'achète un immeuble sur les Champs-Élysées, ça produit pas grand-chose. Et donc, structurellement, l'innovation devrait être le truc qui rapporte le plus. Les Américains ont compris ça. Les Américains, une bonne partie de l'épargne des Américains, et donc c'est infiniment plus que ce que peut mettre l'État, c'est l'épargne des gens, alors via les fonds de pension notamment. Là, je vais peut-être dire un peu de bêtises parce que je connais pas exactement les chiffres, mais je dirais que un endowment fund, par exemple, comme Harvard, il va y avoir autour de 10-15% de leur montant, il doit y avoir 40 milliards sous gestion, qui est investi en innovation. Alors, c'est pas 100%, bien sûr, ils ont aussi des obligations d'État, aussi de l'immobilier, aussi de la bourse, etc., mais ils ont quand même 10-15% en innovation. C'est un problème de réglementation? Nous, si tu prends l'assurance vie, qui est le truc qui ressemble le plus au fonds de pension, on va être sur l'ordre de 0,5% en innovation. On parle de epsilon. Franchement, rien du tout. Et encore, en plus, quand c'est de l'innovation, une fois sur deux, ça va être des fonds américains. Donc, en plus, le peu qu'ils investissent en fonds de venture, ils vont l'investir dans des fonds américains, ce qui aide encore plus l'économie américaine et pas l'économie européenne. Donc, oui, on met globalement pas d'argent dans l'innovation. Et encore une fois, l'État prend sa part, les angels le font, là-dessus, on est équivalent aux États-Unis. Mais juste, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est l'épargne des gens. L'épargne des gens devrait être beaucoup plus investie en innovation en Europe. Et donc, je pense qu'il y a deux sujets pour répondre à ta question. Il y a déjà un sujet d'appétence au risque. Alors, on est des pays plus vieillissants, les gens ils veulent investir dans des obligations d'État. Ton premier truc, c'est est-ce que je suis sûr de ne pas perdre mon argent? Franchement, si tu achètes des obligations d'État, vu l'inflation qu'on va avoir dans les 20 prochaines années, je pense que tu es sûr de perdre ton argent. Mais à court terme, en effet, tu te dis, il n'a pas bougé, nominalement, c'est toujours le même. Puis il a pris 2% par an et c'est formidable. Mais les gens préfèrent ça. L'innovation, pour le coup, peut te rapporter beaucoup plus, mais en effet, tu peux aussi tout perdre. Donc je pense qu'il y a déjà les États-Unis, et puis la Chine, c'est encore différent parce que l'État gère beaucoup plus, mais je pense qu'il y a une appétence au risque à tous les niveaux, au niveau des consommateurs, au niveau de l'État, au niveau des agences réglementaires. Nous, on parle de risque toute la journée. Quand j'ai agréé un fonds auprès de l'AMF me parle de risque toute la journée. Je dis, mais les gens, ils ont peut-être envie de prendre du risque. Moi, à l'AMF, là, j'ai pas le droit d'avoir des gens qui mettent moins de 100 000 euros dans notre fonds. Parce que, tu comprends, s'ils connaissent pas bien, ils comprennent pas bien le risque qu'ils pourraient prendre en allant dans notre fonds. Je dis, du coup, ils ont pas le droit d'investir dans l'innovation, ils ont le droit d'investir dans des obligations d'État, là, ils sont sûrs de perdre. Je pense qu'on a un climat qui est comme ça. Et puis, en effet, il y a des sujets assez réglementaires. Alors là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, un truc comme
je sais pas, ça te dit peut-être quelque chose, les réglementations de Bâle, Oui. Bâle 2, 3, etc. Ce sont des réglementations qui sont globalement pas tellement appliquées par les Américains. D'ailleurs, en l'occurrence, Bâle 3, les Américains ont dit qu'ils n'allaient pas l'appliquer. Ça vient d'eux, mais c'est eux qui les ont dit qu'ils n'allaient pas l'appliquer. Et donc ça, c'est les règles prudentielles. C'est les règles prudentielles, donc comme leur nom l'indique, il faut être prudent. Et donc, une banque, un assureur, etc., quand ils investissent dans l'innovation, les règles, si je les schématise beaucoup, c'est-à-dire que quand ils mettent de l'argent dans Wind, ils doivent avoir ce même argent stocké par ailleurs, parce que il ne faudrait pas qu'ils déposent le bilan, sinon on perd de l'argent. Et donc ça leur coûte une fortune, parce que globalement, à chaque fois qu'ils mettent chez nous, ils ont un autre paquet de ce même argent stocké quelque part, qui sert à rien, qui bouge pas, qui est juste là pour gérer le risque potentiel qu'ils ont en investissant chez nous. Résultat, globalement, c'est 1 pour 1, enfin, ou je sais pas, s'ils mettent 100 000 chez vous, il faut qu'ils aient 100 000 de l'autre côté. Là, je suis mais globalement, c'est un peu, c'est ça dont on parle. Mais après, là, c'est pas moi le spécialiste. Il faudrait que tu fasses un podcast avec quelqu'un qui te parle de réglementation financière. Et en effet, c'est un énorme sujet. Et en effet, ça, c'est un énorme sujet. Donc, en effet, il y a beaucoup de réglementaires, comme tu dis, des règles prudentielles. On veut être prudent. Mais en fait, je pense qu'en étant prudent, du coup, on ne bouge pas et on fait rien. Et on n'innove certainement pas dans l'innovation, qui est l'inverse de la prudence. L'innovation, c'est je prends des risques, mais at scale, en investissant dans plein de boîtes, en vrai, tu crées de la valeur. Et en effet, si tu es trop prudent, c'est comme quand on dit qu'il faut faire du sport. Ouais, si tu fais du sport, si tu fais du vélo et tout, tu peux tomber. Tu peux te faire mal. C'est plus risqué que rester dans ton lit. Mais à terme, si tu es resté dans ton lit pendant 20 ans sans bouger, tu vas vraiment être malade. C'est pareil. Est-ce que tu vois quand même certains avantages à être en Europe quand on fait de la deep tech et de la climate tech? Tu as un pool de talent qui est assez sympa. Ouais. Alors, est-ce que c'est un avantage? Je pense qu'il y a aussi un pool de talent assez dingue en Chine et aux États-Unis. Est-ce qu'on a des talents assez ambitieux? Ça peut être aussi une... Ouais, je pense qu'on a des talents ambitieux. Franchement, moi j'adore les boîtes dans lesquelles on investit. Les entrepreneurs, ils sont dingues. Alors pour resituer, votre portfolio, il est en France, en Europe? Il est en Europe. Okay. Et au sein de l'Europe, il est quand même vachement plus France. C'est-à-dire, nous, on n'a aucune règle, on doit investir en Europe. Voilà, ça, c'est notre mandat. Et sur l'Europe, on a 60-70% de France et 30% hors France. Ça, c'est pas voulu, mais c'est simplement que on est français, on est basé à Paris, notre réseau est meilleur en France. Mais en revanche, vous pouvez tout à fait accompagner vos fondateurs à aller aux États-Unis si... oui, bien sûr. Là, on vient de faire un deal où on co-investit avec un gros fonds américain. Et en effet, la boîte, c'est une grosse disruption. On va en parler dans le mining. Donc, c'est un sujet complètement mondial. Les co-investisseurs, c'est Vale, la grosse boîte de mining brésilienne, c'est Hyundai. Voilà. C'est une boîte française. Eh ben écoute, du coup, tu m'apportes une magnifique transition, puisque un des sujets sur lesquels j'avais envie de t'interroger aujourd'hui, c'était sur le sujet du mining. Parce qu'il y a cette nouvelle tendance, je pense, qui est apparue il y a quelques années, d'un regain d'intérêt des VC pour le mining, alors que moi, j'associe aussi beaucoup avec l'émergence de l'IA. Et puis voilà, donc le mining, c'est quand même, on le rappelle, donc le mining, c'est l'extraction des métaux rares, et donc métaux rares, métaux critiques, et donc sans métaux critiques, il n'y a pas de semi-conducteurs, donc il n'y a pas de technologie dans le sens, il n'y a pas d'ordi, notamment. Comment ? Pas d'aimant, donc pas de moteur électrique. Voilà. Donc sujet qui est hyper central, qui est central parce que ça nous ramène à des sujets de transition énergétique, de souveraineté nationale européenne, et puis qui nous permet aussi l'innovation deep tech. Donc ça m'intéressait justement d'avoir ton point de vue sur cette nouvelle tendance, sur les opportunités et peut-être les freins aussi. Alors je vais te répondre déjà plus large que le mining, parce que comme je t'ai dit au début, nous, on va raisonner grand secteur, et puis ensuite, on va voir ce qui vient à nous. Alors, on a un grand secteur sur les métaux. En effet, métaux rares ou pas, d'ailleurs, tous. Parce que le lithium, c'est pas rare, par exemple. Mais on a un gros segment, gros sujet sur tout ce qu'on extrait de la Terre. Parce qu'en effet, on a cette vision, tu auras raison, je pense que tu vas être d'accord avec moi, que globalement, on extrait trop aujourd'hui, et donc c'est pas sustainable dans l'avenir. Donc à un moment, au-delà d'un sujet personnel et philosophique de se dire quand même, il faut arrêter de détruire la Terre, il y a un bête sujet économique.
à force de trop extraire, ça va être de plus en plus compliqué, donc ça va finir par coûter très cher. Donc autant trouver des méthodes maintenant pour mieux trouver tous ces métaux qu'on utilise toute la journée. Et donc on a un gros sujet là-dessus. Ce sujet, il n'est pas que mining. Le sujet, c'est aussi beaucoup recyclage. Ces métaux-là, avant d'essayer de continuer à en extraire dans la terre, comment faire pour recycler ce qu'on a déjà. Donc il y a beaucoup d'innovations sur ces sujets de recyclage. Mais ça suffit pas, notamment parce que, en effet, tu parlais des métaux rares, et donc typiquement le néodyme, par exemple, qui est la terre dont on a absolument besoin pour faire des aimants. Or, l'aimant, c'est le truc de base du moteur électrique ou du transformateur électrique, et donc de toute la transition écologique, tu ne fais rien sans aimant. Donc, c'est sans néodyme. Pour info, les terres rares, c'est pas qu'elles sont rares, c'est qu'elles sont en très petite quantité un peu partout sur Terre. Et donc, c'est pas qu'il y en a pas à des endroits, globalement, il y en a un peu partout. C'est surtout que c'est extrêmement polluant et très compliqué à prendre parce qu'en fait, il y en a d'infimes quantités. Donc, en fait, il faut que tu bouges des millions de tonnes de terre pour récupérer quelques grammes de ton métal et donc, ou de ta terre. Donc, donc c'est compliqué. Et donc, typiquement, nous, on veut pas le faire dans des pays très peuplés comme la France. On n'a pas envie de... On ne fait pas. Petite parenthèse. Donc, en effet, nous, on a ce grand segment. Puis une fois qu'on a dit on a ce grand segment sur les métaux, on se dit, voilà, à horizon de quelques années, ces métaux vont coûter de plus en plus cher. C'est aussi un sujet de souveraineté, c'est un sujet écologique. Nous, on s'arrête là en termes de vision. Et après, on regarde ce qui nous arrive. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent sur le recyclage. Et puis, il y a des choses qui nous arrivent sur le mining. Typiquement, une boîte dont on n'a pas encore annoncé la levée, mais ça va se faire dans les semaines qui viennent. On a déjà plus ou moins parlé, qui s'appelle Genomine. C'est une boîte assez extraordinaire, qui est une boîte qui est basée à Paris, qui a trouvé un moyen d'extraire le nickel. Donc le nickel fait partie des métaux, c'est pas un métal rare, mais c'est quelque chose dont il y a besoin beaucoup pour la transition, notamment parce que c'est indispensable pour les batteries. Ils ont trouvé un moyen d'extraire le nickel par les plantes. Donc aujourd'hui, l'extraction du nickel, c'est essentiellement fait en Indonésie par des boîtes chinoises, 90%. Il y en avait en Nouvelle-Calédonie, mais ils sont beaucoup trop chers, donc ça ne marche pas. Il y a donc essentiellement en Indonésie par des boîtes chinoises. Donc il y a un sujet un peu de souveraineté aussi quand même. Et c'est très polluant parce que tu prends des millions de tonnes de terre, tu casses tout autour, tu détruis la forêt, et puis tu récupères un peu de nickel à la fin, tu le raffines. Enfin bon, c'est tout ce qu'on veut pas, quoi. Et là, Genomine, ils ont trouvé une plante qui est un peu artificielle, qu'ils ont développée, qui a la particularité de se nourrir que de nickel. Donc elle adore le nickel. Et donc il suffit de la planter à des endroits où il y a beaucoup de nickel. Des endroits sur Terre où il y a beaucoup de nickel, il y en a pas mal. Tu plantes cette plante. Avantage en plus, c'est même pas en compétition avec l'agriculture, parce que les endroits où il y a beaucoup de nickel, comme c'est toxique pour la majeure partie des plantes, c'est désertique. Il n'y a rien qui pousse. Okay. Donc là, tu plantes ta plante. Il n'y a pas de risque que ça devienne invasif ou que ça vienne perturber un peu l'écosystème. Non, parce que c'est une plante artificielle qui est OGM et ne peut pas se reproduire. Elle est stérile. Ce qui fait partie du modèle économique de la boîte d'ailleurs. Parce que du coup, il faut créer des plants à chaque fois et les mettre, et ça dure 1 an, puis au bout d'1 an, tu ramènes ton autre plante. Elle n'est pas invasive. Et donc, puis elle ne reste que là où il y a du nickel. Encore une fois, là où il y en a, c'est qu'il n'y a pas d'autres plantes. Et à la fin, elle a un pourcentage, dont je ne me souviens plus le nom, un pourcentage X de nickel dans ses feuilles. Et ensuite, c'est de la biomasse, tu brûles, ce qui peut faire de l'électricité d'ailleurs par ailleurs et tout. Et puis tu récupères le nickel. Je fais un peu simple, mais c'est ça. Et avec ça, dans le modèle, donc aujourd'hui c'est un TRL assez avancé, donc la technologie elle marche sur quelques milliers de mètres carrés de façon prouvée. Maintenant, le sujet va être de le faire fonctionner at scale pour que ça fasse vraiment beaucoup de nickel et pas juste quelques grammes. Mais aujourd'hui, sur les quelques grammes, ils sortent le nickel à la moitié du prix des mines. Donc ils sont très compétitifs financièrement. Si tu n'es pas compétitif financièrement, tu peux être mieux écologiquement et tout le monde s'en fout. Donc nous, on a toujours ce sujet. Il faut faire quelque chose qui est bien et qui est écologique, mais en plus, qui soit économiquement viable, sinon ça marche. Les green premium, ça marche plus. Non, et certainement pas en plus sur des sujets de base comme ceux-là. Le nickel, il a un cours. Les gens l'achètent au cours. Si tu es au-dessus du cours, tu le vends pas. Si tu es en dessous, par contre, tu peux en vendre vraiment beaucoup. Donc ils arrivent à peu près à la moitié du prix. Et donc là, quand on a vu cette boîte, elle rentre complètement dans notre sujet. Donc c'est ce que j'appelle du mining 2.0. En l'occurrence, c'est pas du mining. Enfin, si, c'est du mining, c'est de l'extraction.
mais c'est de l'extraction par les plantes. On utilise l'intelligence de la plante qui sait le faire, finalement, ce que nous, on ne sait pas faire. Parce que nous, on le fait avec des pelleteuses en détruisant tout. Donc, bon exemple, tu vois, qui répond à ta question. Il n'y a pas beaucoup d'innovation quand même dans le mining. Il y en a un peu, il y en a moins que dans le recyclage. Mais là, typiquement, il y en a une, et donc, typiquement, c'est une boîte qu'on adore. Ouais. Donc là, c'est plus sur la partie extraction, parce que d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs phases en fait dans le mining. Donc, tu as déjà la partie de localiser en fait ton site, ensuite d'extraire, et puis alors une fois qu'on a extrait, après, tu as encore une troisième étape qui va être d'aller chercher vraiment le raffinage, voilà, d'aller chercher le métaux, et puis après, il y a effectivement des alternatives. Et les deux, et l'extraction et le raffinage, sont polluants. Ouais, bon, l'extraction pour des raisons évidentes, si tu détruis tout, et le raffinage parce que tu traites beaucoup de cailloux. Qu'après, tu as des déchets, enfin, c'est... Et donc aujourd'hui, toi, tu penses qu'il y a donc l'innovation, elle se porte plutôt sur le fait d'avoir sur la partie extraction. Et justement, sur la partie recyclage, est-ce que vous voyez déjà des choses qui sont mises en place ? Parce que moi, ce que je comprends, c'est que justement, c'est la partie la plus difficile, parce qu'on arrive avec des alliages de métaux, et que, notamment pour les batteries, et qu'après, c'est difficile de les séparer. En tout cas, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de startups sur ces sujets-là. Plus que dans le mining en lui-même. J'ai cité Genomine, mais c'est un peu un contre-exemple. Ça, on voit des choses, mais quand même pas beaucoup de choses. En tout cas, on n'en voit pas beaucoup, nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais on voit quelques trucs. Genomine est un exemple, mais on n'en voit pas beaucoup. Dans le recyclage, il y a beaucoup de gens qui s'y attellent. Il y a beaucoup de chercheurs et tout qui se disent, ouais, quand même, il faut faire quelque chose avec tout. Il y a les batteries, mais il n'y a pas que les batteries. Hein. Enfin, tout un tas de trucs à recycler, le plastique à recycler. Enfin, bon. Plastique, aujourd'hui, on ne sait pas le recycler, on sait recycler le PET, donc les bouteilles, ce qui est déjà pas mal, mais c'est 15% du plastique. Les 85 autres, on ne sait pas faire. Donc ouais, ça, il y a beaucoup de R&D et beaucoup de startups qui se montent. Dans 90% des cas, on bloque sur un sujet financier, c'est-à-dire que le produit recyclé est beaucoup plus cher que le produit neuf. Et c'est quasiment à chaque fois ce qui bloque, nous, un investissement, parce qu'on a quand même cette règle d'or, la différence entre un fonds et une ONG. Si tu es une ONG potentiellement, ou l'État qui finance, tu peux financer potentiellement quelque chose qui est à perte. Nous, on finance des boîtes. Donc, si son produit il est plus cher qu'un produit neuf, elle ne le vendra pas. Et donc, ça ne marche pas, et donc, on n'y arrive pas. J'adorerais les financer, mais on n'y arrive pas. Je ne dis pas qu'on n'en a pas fait, on en a fait dans le recyclage. Donc, il y a des choses parfois qui marchent. Tu as des exemples ? Et écoute, qu'est-ce que j'ai comme boîte ? On a regardé, on a financé une boîte qui s'appelle Néolith, par exemple. Néolith, c'est une boîte qui prend les déchets ultimes. Donc, c'est vraiment les déchets qui sortent des centres de tri. Franchement, le truc où, tu vois, on a tout fait, c'est passé dans le centre de tri, on a récupéré tout ce qu'on pouvait, et à la fin, il te reste un vrac dont on ne sait vraiment pas quoi faire. Et eux le transforment en béton, alors pas tout à fait en béton, en granulat pour béton. Finalement, en caillou, si on fait courte. Mais le caillou, en fait, il y a plein de normes dans le caillou, donc c'est pas du caillou simple, c'est du caillou qui peut se servir dans le béton. Donc déjà, l'avantage, c'est que tu l'as complètement minéralisé. En fait, eux, ils appellent ça pas un incinérateur, du coup, ils appellent ça un fossilisateur. Et donc, toutes ces choses qui sont sinon des déchets, qui peuvent être potentiellement polluants, parce que c'est le tout venant, qui sont aujourd'hui, dans 50% des cas, incinérés, mais ça brûle quand même pas très bien. Donc ça coûte cher, en fait. C'est pas que ça te produit de l'énergie, c'est que ça t'en consomme, en fait. 50% des cas brûlés en France. 50% brûlés, 50% enfouis. Et ceux qui sont enfouis, c'est vraiment dégueulasse. Surtout qu'en plus, ça fait 600 km dans un camion en moyenne, avant d'atteindre le centre d'enfouissement, parce que le centre d'enfouissement, il n'est pas à côté du périph'. Donc il est en général à un endroit donc loin. Bref. C'est assez dégueulasse. Eux le transforment ils le fossilisent, et donc finalement, ils ont transformé ça en un truc inerte, qui est un caillou, qui peut servir en granulat pour béton. Donc typiquement, là, on est sur une forme de recyclage. On a investi dans Néolith l'année dernière. J'en ai pas là en tête, mais il y en a pas mal. On a vu une boîte qui recycle du plastique. Typiquement, on a beaucoup travaillé sur une boîte qui sait recycler le plastique, en repassant par le naphtha. Tu sais, le plastique, aujourd'hui, c'est du pétrole. Enfin, tu utilises le naphtha, qui est une forme spécifique du pétrole. Et à partir du naphtha, on fait de l'éthylène. Enfin, on fait tout un tas de trucs qui ensuite donnent le plastique. Et en fait, pour recycler le plastique, globalement, il faut repasser par le naphtha. Sauf que repasser par le naphtha sans rien faire, ça consomme une énergie de dingue, parce qu'il faut chauffer à je ne sais plus combien de degrés, enfin bref, donc c'est pas du tout viable.
eux avaient une technologie qui permettait de le faire sans passer par tout ça. Le plastique recyclé, globalement, aujourd'hui, il est à peu près 2 fois plus cher que le plastique non recyclé. Eux réussissaient à être seulement 20% plus cher. Et on a failli y aller, on a beaucoup regardé, d'autres fonds ont fait, donc la boîte va être financée. Mais le problème, c'est que nous, on est arrivé à la conclusion que même 20% plus cher, en fait, ça reste trop cher. Personne ne veut acheter du plastique 20% plus cher. Bon. Donc souvent, on a ce problème sur le recyclage. Ça pourrait se traiter par du réglementaire. Ouais. Beaucoup de choses, et du coup ça m'amène à je dirais ma dernière question sur le sujet. Comment est-ce que en Europe, parce que il y a du coup évidemment un vrai sujet de souveraineté, comment est-ce que en Europe comment est-ce que tu perçois l'Europe sur ces sujets de mining? Est-ce que on a certains avantages compétitifs, concurrentiels, ou est-ce que on est encore un peu à la traîne? Aujourd'hui, on est complètement à la traîne, parce qu'on n'a pas de mine en Europe. Oui. C'est interdit quasiment écologiquement. Enfin, je veux dire, environnementalement, c'est horrible. Donc, je comprends pourquoi on n'en fait pas. Après, c'est très hypocrite, puisque on va quand même acheter les métaux, sauf qu'on les achète dans des mines qui sont ailleurs. Donc, c'est très hypocrite. Mais donc, aujourd'hui, on est évidemment à la traîne. Alors après, il y a une prise de conscience. Il y a des mines qui rouvrent. J'espère, avec des technologies, et c'est pour ça qu'on investit dans des trucs comme Genomine, idéalement, avec des technologies meilleures. Mais aujourd'hui, on est à la traîne, parce que je dis pas que c'est bien de rouvrir des mines, d'ailleurs. Je préférerais qu'on trouve des innovations qui font qu'on n'en ait pas besoin. C'est pour ça que je parle pas mal de recyclage. Mais aujourd'hui, on est un peu nulle part en Europe. Aujourd'hui, on est totalement dépendant, notamment des Chinois, pour tous les métaux et les terres rares. Donc, qu'ils puissent commencer à y avoir une prise de conscience, oui. Passer aux actes est un sujet compliqué, parce que soit tu fais quelque chose de dégueulasse comme les Chinois, ce qu'on n'a pas envie de faire, pour plein de bonnes raisons, soit tu fais rien, soit tu fais quelque chose qui est beaucoup plus cher. Pour ça, je disais, tu peux régler de façon réglementaire. Tu peux dire, on est obligé d'avoir du plastique recyclé en Europe. Point. Voilà. Sauf que, à la fin, il y a plein de lobbies. Et les lobbies, c'est pas juste une grande main horrible de gens méchants. Le lobby, en fait, à la fin, c'est le consommateur. Le consommateur, il n'a pas envie de payer son four à micro-ondes 4 000 €. Il préfère l'acheter 400, fabriqué en Chine avec du plastique pas recyclé. Ouais, et c'est assez terrifiant. Donc la solution, elle n'est pas simple du tout, en vrai. Et malheureusement, je ne suis pas très optimiste, parce que la réalité... je te donne l'exemple sur l'histoire du plastique recyclé. Au début, on était très enthousiastes sur cette boîte de plastique recyclé, parce qu'il y a une règle européenne qui dit que... Alors, je n'ai plus tous les chiffres, je vais faire un peu grosso modo, mais qui dit qu'à horizon 2030, on doit avoir X% de plastique recyclé dans le plastique, et puis ce pourcentage augmente chaque année. Donc la règle n'est pas débile, tu vois. Ils disent, voilà, au fur et à mesure, on va devoir, c'est légal, dans le plastique neuf, on est obligé d'avoir X% de plastique recyclé. Donc là, quel que soit le prix, de toute façon, tu es obligé, donc tu le fais. Donc au début, on était assez enthousiaste de dire, attends, en plus, il reste ça à en faire. Sauf que, en fait, ça paraît pas beaucoup de dire le plastique il va être juste 2 fois plus cher, puis on va en mettre 5% et tout. Mais en vrai, la chaîne fait qu'à la fin, ça fait des produits beaucoup plus chers. Et donc, le législateur, qui est aussi le représentant du consommateur, quelque part, dit, oui, mais nous, à la fin, on a des produits beaucoup plus chers, donc comment on fait? Donc, les lobbies ont trouvé un bon moyen, c'est que, en fait, ils ont autorisé le plastique recyclé chinois. Donc, et le plastique recyclé chinois, lui, comme par miracle, il est au prix du plastique neuf. C'est fou, ça. Parce qu'en fait, il n'est pas du tout recyclé. Parce que sinon, ils auraient le même problème. Donc, il est forcément plus cher. Mais à l'heure, il n'est pas plus cher. Mais donc, on a mis une belle règle européenne. On va mettre dans le plastique recyclé. Et qui n'est pas bordé. Et puis qui, en fait, n'est pas bordé parce que personne n'a vraiment envie de l'aborder. Parce que d'un côté, tu as envie de mettre la règle, ce que je comprends. Puis de l'autre côté, quand tu vois les conséquences de la règle, qui vont être des produits plus chers, en fait, etc., dans un monde où aujourd'hui il y a des crises, et il y a quand même... l'Europe, tout le monde ne se sent pas milliardaire, tu vois, donc il y a plein de gens qui trouvent pas super envie de payer les produits plus chers. Si on trouve le trou de souris pour s'en sortir sans avoir remis la règle, tout le monde s'engouffre dedans. Puis personne n'entendra parler, donc voilà, c'est formidable. Et en fait, finalement, c'est aussi une mauvaise conception du coût. C'est-à-dire qu'on regarde le coût financier, mais que le coût environnemental, il va nous revenir en pleine
Bah, pleine face en fait. Bon, il nous revient déjà, hein. Évidemment. Je veux dire, le réchauffement climatique, alors là, c'est pas de l'environnement au sens strict de pollution, mais c'est un autre type de... Ouais, il nous revient en pleine face avec les incendies qu'il y a eu cette année en Espagne. Peut-être l'année prochaine sera en France, tu vois. On l'a déjà en pleine face. Et il va probablement avoir un coût très supérieur à ce qu'on aurait pu économiser. C'est toujours une histoire de temps court versus temps long, et puis de collectif versus individuel, hein. La voiture est un super outil individuel, un très mauvais outil collectif. Ouais. Écoute Thierry, c'est un sujet absolument passionnant, mais on approche de la fin de l'entretien. Est-ce que tu as une croyance personnelle ou professionnelle qui est profondément controversée? Tu nous as sur l'infra et sur le financement. Non, mais moi j'ai des avis sur plein de trucs, et tu vois, j'avance. Est-ce que c'est profondément controversé? Je ne sais pas. Mais typiquement, monter un fonds Deep Tech il y a 2 ans, l'immense majorité des VC, aujourd'hui, ils font du SaaS, que de l'IA. Nous, on fait de l'IA aussi, mais de l'IA toujours appliquée sur nos sujets climat, etc. On ne va pas aller faire un SaaS RH climat, SaaS RH avec de l'IA dedans, c'est pas notre sujet. Aujourd'hui, dans le monde du VC, on est très minoritaire. Moi, je pense que c'est plus créateur de valeur à terme, on en reparlera. Mais c'est très minoritaire. Je pense que tu as tes convictions et puis tu avances. Est-ce que c'est profondément controversé? Je ne sais pas. Mais c'est pas mainstream en tout cas. Mais c'est pas mainstream. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a particulièrement inspiré dans ton parcours, ou qui t'a marqué personnellement ou professionnellement? Il y en a plein, des gens qui m'ont marqué sur la route. C'est pas forcément des gens connus, donc je peux pas citer, mais moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé, ouais. Je pense que de toute façon, tu avances. Quand on avait créé notre boîte en 2000 avec Xavier, notre première boîte, on n'avait pas d'argent, donc on avait 500 € à mettre dans la boîte grand maximum. Et en fait, on a un premier angel qui nous a mis quelques milliers d'euros. Alors aujourd'hui, ça paraît ridicule, quelques milliers, mais c'est ce qu'il fallait, ne serait-ce que pour faire le capital social de la boîte. Et c'est quelqu'un qui dirigeait le bureau de McKinsey à l'époque. Que je vois toujours, qui est quelqu'un qui a été un peu mon mentor, voilà. Là, je le cite lui, mais voilà, au cours du chemin, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels on a bossé, que je trouve vraiment fantastiques et avec qui j'ai plaisir à aller discuter, échanger, reprendre un peu d'air. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu me recommandes d'inviter pour un prochain épisode? Ça dépend de ce que tu veux faire comme épisode. Écoute, alors, c'est vrai que tu vas clôturer cette première saison et la deuxième saison sera, donc, comme je te l'expliquais, dédiée aux femmes dans l'investissement. Et j'avais envie aussi d'élargir, de ne pas rester forcément, de rester impact, mais pas forcément que climate tech. Ouais, les femmes dans l'investissement, c'est un bon sujet, hein, et c'est un sujet sur lequel il faut c'est vachement important d'interviewer quelques rôles modèles de gens qui le font. Parce qu'en effet, il y a peu de femmes dans l'investissement. Enfin, il n'y a pas peu de femmes dans l'investissement, d'ailleurs, en l'occurrence sur la... Mais dans la climate tech, en tout cas. Alors, dans la climate tech, il y en a plus que dans le reste de la tech. Alors, c'est peut-être du côté des fondateurs qu'il y en a moins. En fait, c'est vraiment... il n'y en a déjà pas beaucoup dans les écoles d'ingénieurs. Donc déjà, quand on est deep tech, il y a 10% à peu près de femmes dans les écoles d'ingénieurs, et ce chiffre, il n'a pas beaucoup bougé depuis 20 ans. Pas en train de bouger, en tout cas. Donc c'est un problème qui remonte à plus large que notre sujet. Pourquoi il y en a peu dans les écoles d'ingénieurs? Remonte à assez loin. Donc il n'y en a pas beaucoup à ce niveau du spectre déjà, au début. Je parle de deep tech, hein. Sur d'autres sujets, il y a beaucoup de femmes. Moi, les métiers dans lesquels j'ai été, assez curieusement, tu sais, moi, ma femme est ingénieure centralienne, elle a été à la R&D chez Renault pendant 20 ans, qui a été un métier où il y a quasiment que des hommes. Et moi, jusqu'à ce métier-là, j'ai fait un métier où il y avait globalement 80% de femmes, parce que ce soit Atelier Cologne, maison de parfum, 80% de femmes, et dans la com chez Publicis, pareil, peut-être pas 80%, mais chez Publicis, il y a plutôt 60-70% de femmes. Donc c'était assez marrant, parce que nous, on a toujours fait des métiers où on était dans l'inverse. Mais dans le droit, il y a beaucoup de femmes, dans la médecine, il y a beaucoup de femmes, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où il n'y en a pas, et notamment la tech. Et donc ça démarre, il y en a peu dans les écoles d'ingénieurs. Et en effet, en plus, au sein des écoles, alors là, je ne dois pas m'aventurer, je ne suis pas psychologue, mais probablement pour des questions de confiance en soi et tout, il y en a encore moins qui créent leur boîte. Donc déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont des études techniques, et ensuite moins qui créent leur boîte. Et si tu vas de l'autre côté du spectre, donc chez les financeurs, là c'est le truc qui me surprend le plus.
globalement, les financeurs, nous, nos LP, alors sont parfois des gens qui ont créé leur boîte et tout, mais c'est aussi beaucoup des héritiers. Il y a les deux. Il y a deux sources d'argent, soit parce que tu as hérité, soit parce que tu as créé ton propre argent. Mais prenons les héritiers. Les héritiers, en France, et heureusement d'ailleurs, et depuis un certain temps, l'héritage, il est parfaitement égal. Donc il y a autant de femmes que d'hommes qui ont hérité d'argent. Nous, on a 95% d'hommes comme LP. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est des LP qui s'intéressent à des sujets plutôt deep tech, ou c'est plus une logique d'investissement, d'éducation financière? Je pense que c'est une logique de risque. D'avoir envie aussi de... Je pense que c'est une logique de risque. Parce que c'est pas que nous, parce qu'on est deep tech. Dans le monde du VC, va dans un club d'angel. Ah, mais de toute façon, dans un club de business angel, il n'y a que des hommes. C'est 10%. Mais pour autant, il y a autant de femmes qui ont de l'argent que d'hommes. Et donc, tu vois, des deux côtés du spectre, que ce soit sur les gens dans les écoles d'ingénieurs et qui fondent les boîtes, il y a moins de femmes, et de l'autre côté, des financeurs, donc des gens qui ont de l'argent. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est une étude qui pourrait être faite, qui serait intéressante, de voir dans quoi investissent les hommes et dans quoi investissent les femmes. En tout cas, pour la tech, je peux te dire que les hommes investissent un peu dans le VC, de même que je disais, les Américains investissent plus, donc il y a que les Européens dans ces sujets, les hommes investissent plus que les femmes dans ces sujets. Peut-être que les femmes investissent plus dans d'autres secteurs. Je sais pas, j'ai jamais fait d'études là-dessus. C'est logique, parce que j'imagine que tu investis dans ce que tu comprends, et que si dans les écoles d'ingénieurs, il y a moins de profils féminins, c'est qu'il y a moins cette appétence en fait, sur ces puis sujets. Peut-être une appétence au risque, etc. Là-dessus, je suis pas du tout bien placé pour faire une étude là-dessus, mais si tu fais un podcast là-dessus, si tu as une saison là-dessus, je pense que c'est intéressant d'investir quelques... parce qu'il y a des gens qui ont fait des études sur le sujet, mais vraiment, pour moi, il y a les deux sujets du spectre qui sont en entrée, et on en parle moins, mais les LP, c'est important, parce que si nous, on avait 50% de LP femmes, quand on fait notre réunion annuelle, quand on voit, ce serait pas pareil s'il y avait 50% de femmes que si aujourd'hui il y a 90% d'hommes. Alors c'est pas grave, c'est dommage. Et pourtant on a cherché à avoir des femmes, on n'a pas réussi. Donc on en parle moins de ce spectre-là, mais je pense que c'est dommage parce que c'est encore plein d'argent qui n'est pas investi dans la tech du coup, de 50% des gens. Ouais. Donc je t'invite sur les podcasts à regarder ces deux échelons du spectre, parce que souvent, et je trouve ça un peu dommage, on regarde souvent le spectre des VC et on dit dans le monde du VC, alors déjà le monde du VC c'est un petit segment du monde de l'investissement en général, on dit dans le monde de VC, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et en vrai, il y en a plutôt, elles sont, alors il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, clairement, chez les partenaires des fonds de VC. Nous on est à peu près égaux chez Wind, mais c'est franchement... on est assez atypique. Mais si je raisonne en moyenne par rapport à tout l'écosystème, donc si je prends le pourcentage de femmes parmi nos LP, le pourcentage de femmes parmi les fondateurs, les fondatrices de boîtes, je pense que les femmes sont surreprésentées dans les partenaires de VC. C'est à peu près plutôt une vingtaine de pourcents. Je crois 20 à 30% des partenaires sont femmes. Et donc souvent on parle que des VC, mais en vrai le problème est beaucoup plus large. Okay. Et du coup, est-ce que tu me recommandes quelqu'un à inviter ? J'ai pas une personne, on pourra en parler plus tard, j'ai pas là quelqu'un qui me vient, mais je pense que c'est bien si tu investis des rôles modèles, parce que du coup ça donne l'idée que c'est possible, que voilà. Ok, bah écoute, super. Et pour terminer, alors est-ce que tu as une actualité à nous partager sur Wind, et où est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre ? Pour suivre, c'est on communique pas mal sur LinkedIn, on utilise beaucoup LinkedIn. Pour me contacter, tu sais, c'est thierry@wind.capital, c'est facile, c'est écrit sur notre site web. Et sur notre site web, il y a tous les contacts aussi pour nous envoyer des dossiers, du deal flow, on regarde tous les boîtes. Malheureusement, on peut paraître parfois arrogant, c'est pas le sujet, c'est qu'on reçoit à peu près 3000 dossiers par an et on est 6. Enfin, on est 10 dans la boîte, mais on est 6 à regarder les dossiers, donc on ne répond pas tout le temps à tout le monde et tout. J'aimerais, mais voilà. Mais on regarde tout. Donc, il faut nous envoyer des dossiers, c'est sûr que c'est très bien. On adore, de toute façon, voir des entrepreneurs, échanger, etc. Voilà, et nous, notre actu, et ben là, on a ce fonds donc Impact Deep Tech, enfin Deep Tech appliqué à Impact. Et là, on va en sortir un tout nouveau fin septembre, qui est toujours Deep Tech, mais appliqué à la souveraineté.
Okay. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, en deep tech, en fait, déjà, on n'est pas beaucoup de fonds, mais en se focalisant que sur les sujets d'impact, on passe à côté de pas mal de boîtes qu'on trouve vraiment sympas, qui sont bien et qui sont sur des sujets de souveraineté. De toute façon, sans souveraineté, il n'y aura pas d'impact, parce que si on doit compter sur Trump et Poutine pour faire de l'impact sans nous, ça ne va pas beaucoup marcher. Et donc, on va lancer un fonds de souveraineté qui va en plus avoir une particularité, c'est qu'il sera ouvert au grand public. Ok. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre... Enfin, les premiers tickets sont... 7 500 €. D'accord, ok. Voilà. Avec 27% de réduction d'impôt en plus. On utilise une nouvelle loi fiscale qui a été créée là, au mois d'avril. Franchement, j'y croyais pas, ça n'arrive pas souvent. L'État, il cherche de l'argent partout et ils ont fait ça. Je trouve ça très bien, mais du coup, autant en profiter. Donc, c'est une loi toute nouvelle. Donc, pour des fonds deep tech, ça marche que pour les fonds deep tech. Spécifiquement sur la souveraineté, il y a 30% de réduction d'impôt sur le revenu, en fait, pour tout investissement dans un fonds comme ça avant le 31 décembre 2025. Ça sera peut-être reconduit en 2026, mais si on a un budget, ça, je ne sais pas. Génial, je ne manquerai pas de le rappeler dans la description de l'épisode. Ouais. En tout cas, Thierry, un immense merci d'être venu échanger avec moi. C'était absolument passionnant. Et voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau. Eh bien, merci Marine. À bientôt. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.